Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure générale, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues. En 1981, le premier président de gauche de la Ve République a voulu faire croire aux Français que la situation de notre pays nous permettait d'abaisser l'âge de la retraite à 60 ans, que nous serions des précurseurs et que les autres pays développés ne tarderaient pas à nous emboîter le pas. 10 ans plus tard, après le déclassement économique des années 80, et après que nos voisins européens aient choisi le chemin exactement inverse, qui consiste à augmenter l'âge de la retraite parfois jusqu'à 67 ans, un autre homme de gauche, qui n'était pas lui un démagogue, Michel Rocard, expliquait qu'il fallait d'urgence revenir en arrière, mais ajoutait que ce retour à la réalité ferait chuter 4 gouvernements. Il n'était pas loin de la vérité. Depuis 30 ans, plusieurs gouvernements ont tenté de réformer le système pour éviter les déficits abyssaux qui s'annonçaient. Certains ont échoué, comme en 1995, d'autres ont réussi, au prix d'une part d'une impopularité certaine, d'autre part d'une limitation forcée de leurs objectifs qui n'ont jamais permis de résoudre le problème du déficit structurel dû à la chute permanente du nombre de cotisants par rapport à celui des retraités. Ce fut le cas en 1993, en 2003, en 2010 et pour la dernière fois, en 2013, sous la présidence de François Hollande. Je suis d'ailleurs surpris que ceux qui ont défendu à l'époque cette réforme, en constatant son inévitable impopularité et en sachant pertinemment qu'elle ne résoudrait les problèmes que pour un temps, soient aujourd'hui dans le camp des adversaires acharnés de la réforme actuelle, comme s'ils ignoraient sa nécessité. On dit souvent que l'on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, mais lorsque l'on parle d'un déficit pour notre système de retraite de 150 milliards cumulés d'ici 10 ans, comment nier la nécessité d'une nouvelle réforme? S'il est un objectif sur lequel nous pouvons tous nous mettre d'accord, c'est la préservation de notre régime par répartition. Et ce n'est pas en laissant croître le déficit que l'avenir de ce système sera assuré. Diminuer les pensions est inacceptable dans un contexte où l'inflation s'installe durablement et ronge le pouvoir d'achat. Augmenter les cotisations est inenvisageable dans un pays déjà médaille d'or au championnat du monde des prélèvements obligatoires. Reste donc le report de l'âge légal de départ à la retraite. C'est la solution retenue par ce projet de loi et c'est celle qui nous paraît la meilleure. Non pas la plus agréable ou la plus populaire, mais la meilleure, en tout cas la plus juste et la moins mauvaise. Pendant de très longues heures, nous avons entendu ad nauseam plusieurs groupes de cette Assemblée rabâcher d'autres pistes de financement. Un inventaire à la Prévert de taxes supplémentaires, augmentation de la CSG, contribution exceptionnelle sur ceci ou cela, taxes sur les robots, et j'en passe, et des meilleurs. Mais au fond, rien de cela ne devrait nous surprendre. Nous écoutons souvent ces mêmes propositions lors de l'examen du budget. Cette fois, le prétexte est le financement du système de retraite, mais l'objectif reste toujours le même, taxer plus. Notre système de retraite doit pouvoir s'équilibrer par les cotisations prélevées sur les salaires. Il a été construit ainsi, il doit évoluer avec la réalité et non pas contre elle. Bien sûr, il est nécessaire de prendre en compte les situations particulières des Français. Ce débat au Parlement était l'opportunité d'amender le texte en étant force de proposition. C'est pourquoi notre groupe a porté des amendements pour mieux protéger les plus précaires de nos concitoyens, de tenir compte des carrières longues et de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui exercent un travail pénible tous les jours et qui doivent avoir le droit de partir plus tôt en retraite, des mères dont la carrière est parfois pénalisée par leur maternité, alors même que la natalité est un des facteurs clés de notre modèle par répartition, des aidants qui vivent parfois des situations extrêmement difficiles et qui doivent être encouragés, ou encore des pompiers volontaires qui risquent leur vie et qui méritent notre reconnaissance. Malheureusement, une partie du débat a été confisquée par la gauche. Sans avoir su convaincre nos concitoyens au cours des derniers scrutins, sans avoir su proposer des solutions viables pour notre système de retraite, elle n'a cherché qu'à retarder nos débats. En déposant plus de 8000 amendements et sous-amendements, en déposant des dizaines, voire des centaines d'amendements de suppression sur chaque article, en déposant des amendements identiques qui déclinaient un même dispositif en ne changeant qu'un seul chiffre, en passant des heures entières de séance
à faire des rappels au règlement qui n'en étaient pas vraiment, les groupes de gauche ont choisi une stratégie d'obstruction délibérée et constante, avec pour seul objectif la non-adoption du texte. Ils ne s'en sont d'ailleurs pas cachés. Je suis navré de devoir le rappeler, mais il n'y a pas en démocratie de minorité de blocage. Ce n'est pas parce qu'une minorité refuse de voter un texte qu'elle doit empêcher la majorité de le faire. Et je voudrais aussi rappeler que dans une démocratie, la loi ne se fait pas dans la rue, mais au Parlement. Et au Parlement, la grande hypocrisie de ce débat, c'est que la gauche s'indigne aujourd'hui de l'utilisation de l'article 44.3 de notre loi fondamentale, alors même qu'elle y a allègrement recouru pour faire adopter la réforme Touraine qu'elle portait en 2013 et 9 fois au cours du mandat de François Hollande. Nous n'ignorons pas que cette réforme est impopulaire. Et pour cause, elle exige des efforts supplémentaires de tous les Français, alors même qu'ils en fournissent déjà beaucoup. Mais c'est précisément parce qu'il s'agit d'une réforme aussi nécessaire que délicate que le Parlement se devait d'aller au bout de son examen. Ce n'est pas en fuyant nos responsabilités que nous ferons honneur à notre mandat. Et je voudrais, après les orateurs qui m'ont précédé, remercier notre président, les ministres qui sont restés au banc pendant ces 10 jours, la présidente de la commission, la rapporteure générale, le rapporteur spécial et tous nos collègues dont la patience a été mise à rude épreuve. Et enfin, l'ensemble du personnel du Sénat qui a participé à tous ces jours de discussion. L'avenir des Français est en jeu. Le texte que nous examinons depuis plusieurs jours est essentiel à bien des égards, car c'est la survie du régime par répartition qui est en cause. Parce qu'il s'agit d'un projet de loi nécessaire, responsable et juste, notre groupe votera en faveur de cette réforme. Merci, Monsieur le Président.